Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau point lecture sur la chaîne. Donc là aujourd'hui je vais vous présenter trois romans et une BD. Donc, on va commencer par la lecture qui m'a le moins, le moins fait grimper au rideau, on va dire. Il s'agit de Dans l'ombre du loup d'Olivier Merle, paru aux éditions XO. Alors pourtant, l'idée de départ de ce roman me tentait bien. Donc, on se retrouve dans une grande ville où un des notables de la ville est victime de coups de téléphone intempestifs à une certaine heure de la nuit. Il reçoit des lettres anonymes. Bref, il est victime de harcèlement. Du coup, il va prendre contact avec la police pour essayer de trouver qui est la personne derrière tout ça, tout en recommandant, bien entendu, une discrétion sans faille, étant donné que, bon, il a quand même une réputation à tenir. Et du coup, l'enquête va tomber dans les mains du commandant Grimm, qui est arrivé très peu de temps... il y a très peu de temps dans la brigade, suite à une mutation. Avant, il était à Montpellier, et suite à un problème personnel, il s'est trouvé muté, je crois que c'est, je sais plus si c'est Nantes ou Saint-Nazaire. Enfin, c'est par là. Je dirais même que c'est Nantes. Ou Saint-Nazaire. Enfin bref, par là. Je voudrais pas dire de bêtises. Et bon, alors le commandant, ça l'ennuie un petit peu de prendre des précautions avec cette personne-là, d'autant plus que Kerdega, du coup, la victime du harcèlement, est un homme méprisable, imbu de sa personne. Bref, bah, vraiment pas envie de l'aider. Hein. Euh, Moi, j'aurais été à la place du policier, je pense que je l'aurais fait lambiner un peu plus. Mais ça, c'est mon côté sadique. Ouais. Donc du coup, il va quand même enquêter, il va organiser une filature, ce qui va à l'encontre des ordres que lui a donné sa hiérarchie, et il va s'apercevoir que ce monsieur est filé par un homme en scooter qui le suit lorsqu'il sort de sa maison en voiture, il le suit jusqu'à son travail. Donc pour le commandant et son équipe, cet homme est peut-être bien le maître chanteur, celui qui envoie des lettres d'intimidation à Kerdega. Alors, bon, pendant toute la première moitié du roman, on est comme ça, on avance petit à petit, on fait des filatures, il se passe rien, on loupe le scooter, on le poursuit, on le perd, bref, pendant la première moitié du roman, rien ne se passe, on n'avance pas du tout. Et à la moitié du roman, il y a une espèce de révélation qui fait partir l'enquête vers une piste qui n'a absolument rien à voir avec le schmilblick du début. Parce que dans le prologue, on nous raconte une histoire et on n'en parle plus du tout pendant quasiment les 3/4 du roman. Je trouvais ça un peu dommage. Alors bien sûr, je comprends aussi le fait pour donner du corps au récit, de partir dans des pistes différentes. Néanmoins, là, je trouvais qu'on partait vraiment aux antipodes de ce qui était proposé au départ, ce qui fait que moi, j'ai vraiment pas pu m'attacher à cette enquête. Je trouvais que c'était pas cohérent. Il y avait rien qui collait ensemble. Et on arrive à un dénouement où, bon, j'ai pas, voilà, l'enquête ne m'a pas séduite plus que ça. En revanche, on a quand même des personnages intéressants dans ce roman, notamment l'équipe du commandant Grimm. J'ai beaucoup aimé ces personnages secondaires. Je les ai trouvés très intéressants. Ils sont tous aussi différents les uns que les autres. On a une armoire à glace, on a un autre enquêteur qui est plus petit mais qui est plus futé. On a une jeune femme
qui débute dans la police et qui veut absolument faire ses preuves et qu'on lui laisse faire ses preuves, chose qu'elle ne pouvait pas faire dans son ancienne brigade et que le commandant Grimm peut l'aider à faire. Et on a aussi le personnage du commandant Grimm qui est dépressif, mais qui souffre d'une sorte de dépression un peu particulière. Il est climato-dépressif. À savoir que, voilà, pour la petite histoire, il ne mange pas de viande parce qu'il faut je ne sais plus combien de litres d'eau pour fabriquer 1 kilo de viande, et pour lui, ça va à l'encontre de ses principes. On est en train de tuer la planète à force de consommer de la viande. Bref, c'est voilà, il a un comportement un peu bizarre. Mais voilà, cette climato-dépression cache un autre souci, bien évidemment. Et voilà, je vous laisse le découvrir en lisant ce roman. Alors moi, l'enquête ne m'a pas... voilà, j'ai pas accroché à l'enquête, autant dire les choses. Par contre, j'ai trouvé que les personnages étaient intéressants, ce qui fait que j'en sors un peu mitigée de ma lecture, mais je ne dis pas non à lire un autre roman de cet auteur pour me faire une idée plus précise. Alors peut-être que cette histoire ne me convenait pas tout simplement, hein, mais peut-être qu'une autre histoire du même auteur me séduira plus. L'avenir nous le dira. En tout cas, si vous avez lu ce roman, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je serais ravie de discuter avec vous là-dessus. Alors, ensuite... Voilà. J'ai lu Une arête dans la gorge de Christophe Royer, paru aux éditions Tornada. Ce roman est sorti jeudi dernier, hein, le 11 mars. C'est le deuxième roman de Christophe Royer que je lis. J'ai lu Lésions intimes il y a 2 ans, je crois. 1 an et demi, 2 ans. Moi, je veux dire 2 ans. Et dans Lésions intimes, on découvrait le personnage de l'enquêtrice du commandant Nathalie Lesage, que l'on retrouve ici dans Une arête dans la gorge. Alors bien sûr, ce sont des enquêtes complètement indépendantes, on peut les lire indépendamment l'une de l'autre. Par contre, je vous conseille quand même de lire Lésions intimes avant, parce que vous comprendrez un petit peu le passé de Nathalie et pourquoi on la retrouve au début dans l'état d'esprit qu'elle est en début de ce roman. Alors, on retrouve Nathalie suite à la suite de sa précédente enquête. Elle a décidé de partir loin, de se retrancher un petit peu. Voilà, on la retrouve après un long passage en Irlande où elle s'est soignée. Elle a remis un peu d'ordre dans sa vie, dans sa tête, et elle se remet surtout psychologiquement de sa dernière enquête. Et après cette période d'introspection, si on peut dire, elle décide de reprendre sa place dans la police parce que voilà, il y a l'adrénaline qui lui manque, il y a l'action qui lui manque, et elle se rend vraiment compte que son métier de policier fait vraiment partie intégrante de sa vie et qu'elle a besoin d'exercer son métier pour pouvoir être vraiment se sentir complète. Et donc du coup, elle demande à réintégrer la brigade criminelle, sauf que pendant son absence à la brigade criminelle de Paris, on s'est réorganisé en fonction de son absence, et du coup, il n'y a plus de place disponible pour elle. Du coup, sa hiérarchie fait le forcing pour lui trouver une place dans une brigade criminelle, et elle se retrouve mutée à la brigade criminelle de Lyon. Alors, évidemment, ça ne se fait pas sans heurts, parce qu'elle est quasiment imposée par sa hiérarchie. Donc, autant vous dire qu'à la brigade criminelle de Lyon, on ne va pas non plus l'accueillir à bras ouverts. Donc, elle y est préparée, elle s'y attend. Néanmoins, elle est persuadée que ça va être que cet état d'esprit va être temporaire, parce que au vu de ses états de service, au vu de son talent pour résoudre les enquêtes, elle se dit que voilà, ça va être extrêmement temporaire et qu'elle va rapidement se retrouver à la tête d'une brigade et que tout va se dérouler dans le meilleur des mondes. Autant dire que son premier jour à la brigade criminelle de Lyon ne se passe pas réellement comme elle l'aurait souhaité, après un accueil très frais de sa commissaire.
Elle lui a clairement fait sentir qu'elle ne souhaitait pas l'avoir dans son équipe, qu'elle ne voulait pas qu'elle interfère avec ses équipes, qu'elle n'aurait qu'un rôle de consultante et qu'elle n'était affectée pour l'instant à aucune brigade. Sauf que au premier jour de Nathalie dans cette brigade, on a découvert le cadavre d'un homme atrocement mutilé, et du coup elle va se pencher sur cette enquête. Or, sans avoir une brigade attachée, on lui attache simplement les services d'un jeune lieutenant assez fougueux. Moi, j'ai bien aimé le personnage de Cyril, le personnage du lieutenant. Il est, voilà, il a toute la fougue de la jeunesse. Il débute dans le métier, donc il est encore un peu naïf, et il va très vite se construire une relation entre ces deux-là, de mentor à élève, et trouver la relation entre les deux très sympa. Alors Nathalie, elle a quand même un humour pince sans rire, ce qui des fois donne des situations un peu de quiproquo entre les deux, parce qu'ils n'ont pas le même humour. Clairement, ils n'ont pas le même humour. Mais l'alchimie va se faire tout de suite entre ces deux personnages, et au fur et à mesure de l'enquête, du coup les cadavres pleuvent, et du coup Nathalie va se plonger corps et âme dans cette enquête pour pouvoir rapidement faire son trou, pour pouvoir faire sa place dans cette nouvelle brigade. L'enquête va rapidement tourner vers l'ésotérique, les francs-maçons. J'ai beaucoup aimé aussi la place de la ville de Lyon dans cette histoire, car on en apprend énormément sur la ville de Lyon, sur toute l'histoire de la ville de Lyon, sur les canuts, sur la gastronomie, sur l'histoire architecturale, sur la franc-maçonnerie à Lyon, et bien sûr sur les souterrains qui jalonnent toute la ville de Lyon. Et ces souterrains vont évidemment avoir une place importante dans l'intrigue. J'ai beaucoup aimé la place de la ville que l'auteur a mis dans cette ville, dans ce roman. Et je trouve que la ville de Lyon est du coup un personnage à part entière dans ce roman. Alors, j'ai beaucoup aimé l'enquête. Il n'y a pas de temps mort. On est à fond. On est vraiment à fond dedans. Par contre, il y a quand même le personnage de Nathalie qui m'a un petit peu fait grincer des dents quand même. C'est un personnage fort, c'est une femme forte. Elle a vécu des choses pas simples dans sa précédente enquête, ce qui peut quand même remuer un petit peu la paillasse, quand même. On peut aisément comprendre qu'elle ait souhaité se mettre un petit peu en retrait. Mais voilà, au bout de, 6-9 mois à rester, à prendre un congé sabbatique, et pour elle trouve normal qu'on lui redonne sa place, comme si le monde s'était arrêté de tourner pendant qu'elle était en train de se reconstruire. Elle a quand même, au début, elle a du mal à comprendre que le monde a tourné sans elle, et que on lui redonne pas la reconnaissance qui pourrait lui est due de par sa carrière. Et elle ne comprend pas qu'il faut qu'elle refasse ses preuves, qu'il faut qu'elle refasse son trou. Elle trouve que c'est pas normal pour une femme à l'heure actuelle. Alors elle a une vision un peu féministe des choses, mais en même temps, tu ne peux pas accomplir des choses incroyables, faire des enquêtes incroyables, te retrancher dans ta tanière pendant 9 mois à te reconstruire et à panser tes plaies, et à revenir comme une fleur en espérant qu'on t'accueille en déroulant le tapis rouge et en t'accueillant à bras ouverts. Non, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Et au début, voilà, ça m'a un peu fait grincer des dents, quoi. C'est un peu, elle avait un comportement un peu too much. Bon, après, voilà, ça va mieux. On retrouve quand même la femme combative, l'enquêtrice hors pair, avec un instinct très, très incisif. Et moi j'aime beaucoup la plume de Christophe Royer. J'ai vraiment hâte de retrouver Nathalie Lesage dans une autre enquête, parce que c'est vraiment un personnage fort, avec ses faiblesses, évidemment, mais s'il pouvait gommer un petit peu son petit côté
son petit côté, voilà, j'ai tout vu, j'ai tout entendu, tout m'est dû. Voilà, c'est un petit peu ce côté-là qui m'a un petit peu dérangé. Néanmoins, ça c'est resté une très très bonne lecture. J'étais à fond dans le roman et je vous conseille réellement la lecture d'une arête dans la gorge. Et franchement, vous comprendrez le pourquoi du titre vraiment à la fin du roman. Et j'ai trouvé que c'était un clin d'œil assez sympa. Autre autre roman, cette fois-ci que j'ai lu dans le cadre du challenge Marceau féminin. Il s'agit de Un rue des Petits Pas de Nathalie Hugues, paru aux éditions du Livre de Poche. Alors ici, on se trouve à la fin de la Première Guerre mondiale en Lorraine, où une jeune orpheline, Louise, 16 ans, se trouve recueillie par la sage-femme du village. Est-ce qu'on parle du nom du village ? Non. Enfin bon, voilà, c'est une petite communauté, un petit village de Lorraine, et elle est recueillie par la sage-femme du village, laquelle va la prendre en apprentissage pour lui apprendre toutes les ficelles du métier, et qu'elle devienne elle-même sage-femme. Tout au long, alors voilà, on se retrouve quand même dans une petite communauté. Voilà, toute la petite communauté appartenait à un village. Ils ont été évacués pendant la guerre. Ils ont vécu dans un camp. Une fois la guerre terminée, ils se sont réappropriés leur village et tenté de reconstruire peu ou prou leur village qui a été grandement ravagé quand même par la guerre. Et après la débâcle allemande, on retrouve encore des soldats allemands qui se trouvent encore pas loin. Et Louise va devoir soigner et aider des femmes qui ont été victimes de viols de la part de ces soldats allemands à la fin de la guerre. Elle va accompagner toutes ces femmes qui vont donner la vie, pour la plupart qui souffrent, certaines qui vont mourir en couches. Elle va être confrontée à la mort, à la souffrance et à la détresse de ces femmes. Il faut savoir que, et l'auteur Nathalie Hugues l'explique très bien dans ce roman, à cette époque, la sage-femme n'était là que pour accoucher les femmes. Elle ne pouvait en aucun cas, quand les accouchements étaient difficiles, il fallait absolument qu'il y ait un médecin qui procède, qui utilise les forceps, qui pratique une césarienne. Les sages-femmes ne pouvaient en aucun cas donner des médicaments, elles ne pouvaient en aucun cas opérer ou faire une quelconque opération de chirurgie. Sinon, elles étaient passibles d'une peine de prison et elles étaient passibles d'une amende si elles contrevenaient à ces règles. Alors même qu'elles étaient quand même là pour aider à donner la vie, quoi. Et on voit dans tout ce roman est décrit le quotidien de toutes les femmes au sortir de ce premier conflit mondial. On voit la détresse de certaines femmes qui se font battre comme plâtre par leur mari, mais qui ne partent pas, qui restent pour protéger les enfants qui sont les enfants du couple, les enfants du ménage. On voit des femmes qui sont obligées de vendre leur corps à qui il veut bien, dans des conditions d'hygiène pour certaines pour le moins précaires. On voit comment on traitait aussi les maladies. Ce sont quand même les sages-femmes qui prodiguaient tous les conseils d'hygiène et qui soignaient les maladies, hein, qui faisaient les premiers soins. Et là-dedans, on a notre petite Louise qui se retrouve du coup à la suite il y a une femme qui est une des patientes de sa mère adoptive qui va accoucher, elle va mourir en couche et du coup le bébé se retrouve sans mère et Louis se prend d'un attachement sans borne pour ce petit garçon. Elle va s'en occuper et très rapidement elle va considérer cet enfant comme le sien.
aux grandes dames des habitants de la communauté qui considèrent que c'est une voleuse de bébés, une voleuse d'enfants, que ce n'est absolument pas, que ce n'est pas la mère, et qu'elle n'a aucun droit sur cet enfant. Elle les laisse dire, elle continue de s'occuper de cet enfant qui est la lumière de sa vie, et elle continue de son apprentissage auprès de sa mère adoptive. Et tout au long du roman, on voit son apprentissage. Et toutes les personnes, tous ses amis lui disent, écoute, voilà, il faudrait aussi que tu passes ton diplôme pour devenir une vraie sage-femme, et du coup tu n'aurais plus à subir les colibés, toutes les injures des personnes soi-disant bien pensantes. Sauf que Louise ne sait pas lire. Louise ne sait pas lire, ne sait pas compter, et on va l'aider quand même à apprendre à lire. Il y a quand même des personnes qui vont lui apprendre les choses, et elle va quand même tenter de devenir une vraie sage-femme. Mais bon, le parcours va être semé d'embûches. Elle va tomber amoureuse. Sa relation amoureuse va être très 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 compliquée. Vous le lirez, vous comprendrez en lisant ce roman. J'ai éprouvé beaucoup de tendresse pour Louise, qui malgré toutes les difficultés, malgré tout l'animosité certaine, voire même la haine de certaines personnes dans ce village, continue de donner de son temps et de sa personne pour aider toutes les femmes de ce village, même si elle n'est pas considérée comme une vraie sage-femme. Mais bon, quand on a des problèmes, on arrête de cracher sur les gens, puis on va chercher les compétences là où elles sont. Alors j'ai beaucoup aimé ce roman parce qu'on apprend beaucoup sur la condition féminine au lendemain de la Première Guerre mondiale. On est quand même au début du XXe siècle. Je peux vous dire que c'est pas la panacée quand même. On est quand même un siècle plus tard. Il y a quand même des choses qui ont changé, mais on s'aperçoit que la marche qui a été accomplie, qui a été montée en un siècle est ridicule, par rapport à encore tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à accomplir. Et j'ai beaucoup aimé la plume. Alors j'ai moins été prise aux tripes qu'avec d'autres romans de cette autrice, notamment L'Enfant Rien. Si vous n'avez pas lu L'Enfant Rien, lisez-le. Moi, ce livre m'a retourné. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Voilà, c'est un roman. L'autrice a vraiment une plume qui prend aux tripes. Ici, voilà, on apprend le quotidien des femmes au lendemain de la Première Guerre mondiale. J'ai trouvé ça hyper intéressant, passionnant. Tous les personnages sont hyper attachants. Je parle de Louise, mais je parle aussi de toutes les femmes que l'on rencontre. Certains hommes aussi qui sont très touchants. Je pense aussi au curé qui a énormément aidé Louise dans son parcours. Pourtant, elle qui ne croit pas en Dieu, le curé, le père Gerbier, a quand même été un soutien indéfectible de Louise pendant une bonne partie de sa vie, et j'ai trouvé ça vraiment très 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 intéressant. Je vous conseille vraiment les romans de cette autrice qui a une plume qui vraiment vous transporte, et on apprend énormément de choses en lisant ces romans, au-delà du fait qu'on soit retourné, qu'on ait les tripes retournées pour certains. Enfin, dernier ouvrage dont je vais vous parler, il s'agit des Sœurs Grémillet, le tome 1, Le rêve de Sarah, de Di Gregorio et Barbucci, paru aux éditions Dupuis. Alors, c'est le premier tome d'une saga. J'ai beaucoup aimé cette BD. Alors, on fait la connaissance de Sarah et de ses trois sœurs, Lucille et Cassiopée. J'allais l'appeler Clotilde, mais non, pas du tout, c'est Cassiopée. Cassiopée que l'on voit ici.
on découvre les trois frangines Grémillet au début du roman. Sarah, c'est l'aînée, et Sarah fait toujours le même rêve la nuit. Elle est dans une grande serre, elle voit un arbre magnifique, et elle est entourée de petites méduses. Et elle se réveille toujours en sursaut à un certain moment, et elle ne comprend pas son rêve. Et elle veut absolument avoir le fin mot de l'histoire. Et quand elle commence à en parler à sa maman, celle-ci a un comportement bizarre. Et du coup, ça éveille la curiosité des trois sœurs qui vont essayer d'en savoir un peu plus sur le passé de leur mère, parce que leur maman reste très évasive quant à son passé. Et comme c'est bientôt la fête des mères, elles veulent faire une surprise à leur mère en lui faisant un album photo avec plein de photos de son passé. Et en creusant, les trois frangines vont s'apercevoir que il y a vraiment un moment du passé de leur mère qu'elles ne connaissent pas. Et elles vont chercher. Alors on a aussi les trois sœurs qui sont complètement différentes. Alors Sarah, l'aînée, est très déterminée. Comme c'est l'aînée, bah, c'est elle qui dirige un petit peu les trois sœurs, au grand désespoir des deux autres, hein, parce qu'elles subissent un petit peu. Elles disent, voilà, elles le disent elles-mêmes, hein, que Sarah veut les contrôler, veut les diriger, mais c'est pas leur mère. Donc pourquoi c'est toujours elle qui décide de tout. C'est pas parce que c'est l'aînée que c'est elle qui doit décider de tout. Cassiopée, elle est un peu voilà, la tête dans les nuages, elle est rêveuse, elle attend le prince charmant, enfin voilà, c'est l'amour, voilà. Et on a voilà, Lucille qui, elle, voue un amour démesuré pour les chats. D'ailleurs, ils en ont un, et elle lui parle tout le temps. Elle est toujours habillée ou avec sa combinaison chat ou avec un serre-tête chat, et elle nourrit tous les chats errants du quartier, voire de la ville. Hein, et se prend, voilà, c'est la Brigitte Bardot des chats dans cette BD. Et voilà, j'ai beaucoup aimé le dessin, j'ai beaucoup aimé l'histoire. J'ai vraiment hâte de savoir la suite. J'ai trouvé voilà, les planches colorées, très voilà. Je vais vous montrer un petit peu les planches qui ne vous spoileront pas. Voilà, je trouve que les petites méduses, elles ont des yeux trop mimi, elles ont des bouilles trop mimi. Les chats aussi, alors les chats, ils ont des têtes. Voilà. Ici, là, vous voyez le chat de la famille. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire de ces trois sœurs qui sont pour le coup très différentes, mais qui, au fur et à mesure du récit, vont vraiment apprendre à se découvrir et vraiment à vivre ensemble. Et je trouvais que c'était un très très beau message. On découvre aussi l'histoire de leur maman, et qui va rapidement comprendre que les secrets du passé ont des impacts quand même sur le temps présent, et au fur et à mesure du récit, on comprend ce qui s'est passé, et on sait le fin mot de l'histoire à la fin. Bien évidemment, je pense que chaque tome, on suivra plus particulièrement une des deux sœurs. Je crois comprendre que le tome 2 sera consacré, voilà, c'est Cassiopée, la deuxième sœur, qui sera au cœur du récit. En tout cas, j'aime beaucoup. C'est très doux, c'est doudou. Je l'ai lu, en une journée, et encore j'étais pas fraîche parce que j'avais une crise de migraine. Je l'ai commencé le matin, la migraine est arrivée. Ça commençait à aller mieux, j'ai repris un petit peu ma lecture, et franchement c'est passé tout seul. J'ai beaucoup aimé, c'était très doux, c'est vraiment tout ce qu'il me fallait à ce moment-là. Et j'ai beaucoup aimé les dessins, et surtout le regard de chaque personnage avec ses grands yeux ronds, qui montre un peu toute l'innocence qu'il y a dans ces personnages. J'ai vraiment beaucoup aimé, et je vous conseille vraiment la lecture de cette série et de ce tome 1.
Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces ouvrages, est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à me dire, vous, ce que vous avez lu cette semaine. Je serais ravie d'échanger avec vous en commentaire. C'est fait pour ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, c'est très encourageant pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à la partager, hein, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de très très belles journées, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!